Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une stratégie militaire dans l'esprit d'Abraham Hannibal ou que la consommation de cocaïne entre les quatre murs de Goldman Sachs. Bienvenue dans les Funérailles des Tabous, votre émission désormais quasi hebdomadaire qui s'est donnée pour mission de répondre à l'appel de France Fanon en participant à la renaissance de la communauté afro, mais à la renaissance par l'excellence, très loin de la victimisation, très loin de la passivité. Maintenant, comme vous le savez, pour agir efficacement, il faut penser. Et si possible, penser ensemble, penser de manière collective avec un stylo autour d'une table. Aujourd'hui, nous allons consacrer nos neurones à une réflexion centrale, majeure, qui nous fait vibrer et qui doit nous propulser vers devant, qui doit nous libérer d'un passé, d'un traumatisme. Cette question, c'est la question de la résilience. C'est la question de la survie, du dépassement d'un traumatisme. Un traumatisme qui nous accompagne depuis au moins 1454, le 8 janvier, lorsque le pape Nicolas V décide d'exclure de l'humanité les grands frères de l'humanité, à savoir la communauté afro. Et cette exclusion s'est prolongée à travers la controverse de Valladolid, à travers le Code noir, ainsi que, aujourd'hui on le sait, une forme de néocolonialisme. Alors pour aborder cette question, j'ai l'honneur d'être accompagné par ce que l'on peut qualifier une héritière d'Andinga, d'Hatshepsut, Florie, présidente d'Afro Authentica. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue parmi nous. Donc, je me présente, Florie Rounor, cofondatrice de Afro Authentica, une association. Je suis également étudiante en naturopathie africaine et je fais divers projets. Voilà. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, nous allons traiter donc cette question de la résilience en présence de deux figures, de deux personnalités qui nous permettront d'y voir plus clair, d'aller au cœur, d'aller dans les entrailles de cette réalité. À savoir, Freddy Nzokanga, auteur notamment, et qui rentrera un peu plus dans les détails de sa biographie, ainsi que Michel Zecler, que l'on ne présente quasiment plus, tellement son visage a fait le tour de France, a fait le tour du monde, voire même le tour de la galaxie. Bonjour chers frères, soyez les bienvenus. Merci. Merci pour votre accueil. Merci à vous d'avoir répondu présent à l'appel. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet, comment vous pouvez vous présenter aux yeux du public aujourd'hui? On va commencer par Freddy. Alors, je me présente tout simplement, Freddy Nzokanga, auteur du livre Itinéraire bis et éditeur spécialisé dans les ouvrages sur le lingala que mon défunt père a écrit pour présenter la langue en Europe. Très bien. Et en quoi, quel est ton lien avec la résilience? Mon lien avec la résilience, c'est un parcours assez atypique en banlieue. C'est-à-dire, je suis un jeune qui a beaucoup voyagé. J'ai quitté ma province, comme on dit ici bien, mais ma ville de Bonneuil, et j'ai arpenté Paris. Et j'ai fréquenté des amis qui ont eu une issue de vie qui est assez compliquée, pour certains, et qui sort des sentiers battus. Et à travers ça, je me suis dit qu'il serait peut-être bon de nous remémorer nos histoires, douloureuses pour certaines, heureuses pour d'autres, mais que ça fasse partie du paysage littéraire qu'on ne voit pas souvent en France. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre. Il a près de 20 ans, ce livre, il faut le savoir. J'ai écrit il y a près de 20 ans et j'ai cherché un éditeur naïvement, en pensant que c'était par l'envoi qu'on pouvait avoir une réponse. Et donc, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a quelques années de ça, j'ai décidé de le sortir par moi-même, vu que j'ai vu que le monde de la communication avait changé avec tous les réseaux sociaux. Et je me suis dit que le challenge pour moi, c'était de présenter un livre, non pas par la voie classique et de l'édition, mais par l'auto-édition, pour avoir l'avis de lecteur. Parce que ma communication, elle se fait autour de ça. En fait, je demande au lecteur de me donner son propre avis. Alors, sans vouloir te couper, au-delà du lecteur, évidemment, on fait la promotion de la lecture. Au-delà de cela, qu'est-ce qui, toi, dans ta vie, t'a percuté, a causé un traumatisme qui aurait pu te laisser, j'allais dire, une ombre errant dans l'existence, mais que tu as réussi à surmonter? Est-ce qu'il y a un moment clé? Le moment clé, ça a été certainement la perte d'amis, parce que sur mon parcours qui a été jalonné de rencontres assez atypiques, j'ai perdu des amis dans la rue, pour des choix qui ont été les leurs. Et
j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui nous avait amené à toute cette décadence humaine et sociale et me dire que... Et tu as trouvé une clé de compréhension? La clé de compréhension... Non, est-ce que tu l'as trouvée? La clé de compréhension, je ne peux pas dire que je l'ai trouvée puisqu'on on essaye de se comprendre en fait dans l'existence. On ne peut pas aller plus loin, on ouvre une question, on laisse d'abord le soin à Michel de lui également de se présenter avec plus de détails que je n'ai fait. Moi, je m'appelle Michel Desclercs, je suis producteur de musique. J'ai écrit un livre, Rester debout, suite à une agression que j'ai subie le 20 novembre 2020 par des policiers. Et il fallait que je présente. Est-ce que tu peux nous parler un peu quand même, un peu plus en détail de cette agression qui a fait le tour du monde, étant donné qu'elle a été filmée? Comment tu te sens le matin, le jour ensuite, quand ça s'est déroulé, et le lendemain, s'il te plaît? C'est encore compliqué pour moi, malgré le temps qui s'est écoulé. C'est encore compliqué pour moi de gérer un petit peu toutes ces émotions. J'ai envie de dire même, c'est encore plus compliqué aujourd'hui que lorsque tout ça s'est produit. Parce que je pense que notre souffrance date de très longtemps. Donc on a appris à la gérer, à sourire même dans la difficulté. Et aujourd'hui que l'eau a coulé sous les ponts et que on essaye de reprendre le chemin normal, c'est là que là-haut c'est plus compliqué à gérer, à comprendre déjà ce qui s'est produit. Moi, pour raconter brièvement l'histoire pour ceux qui ont loupé ou qui ne regardent pas les infos, le 21 novembre 2020, je me rendais dans mes studios d'enregistrement à Paris 17e et des policiers m'ont suivi, sont rentrés derrière moi dans mon local et ils m'ont agressé de manière très violente. Ils m'ont insulté, en l'occurrence de sale nègre. Je le redis parce que ces insultes-là, ce sont des insultes que je n'ai pas l'habitude d'entendre et que je n'avais pas entendues. C'est des insultes qui m'ont vraiment blessé. À l'intérieur de moi, c'était vraiment très profond. C'était la première fois que tu étais confronté de manière brutale à des agents de police? De cette manière-là, oui. Parce que aujourd'hui, je suis producteur de musique. Les seules fois où j'ai... Alors si je te pose la question, c'est compte tenu de ton vécu. Voilà, tu as eu un vécu bien sûr, dans la street. Bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça fait plus de 20 ans que... je fais de la musique, je produis. Même si je suis dans l'ombre, les gens à l'intérieur de ce système musical me connaissent. Je confirme. Voilà, les seules fois où je vois les policiers ou des gendarmes, c'est quand je voyage à l'aéroport, quand je voyageais, j'ai envie de dire. C'est à ce moment-là que j'ai eu avant affaire peut-être avec des policiers, mais les méthodes étaient différentes. C'est-à-dire que là, je suis tombé sur 3 personnes qui n'ont pas respecté leur travail quelque part. Parce que ce que j'ai dit tout de suite après cette agression, c'est que j'ai des amis moi-même qui sont policiers. Moi, je fais du Krav Maga ou à un haut niveau. Donc, je m'entraîne aussi avec certains policiers qui, eux aussi, ont un niveau de police assez élevé. Et là, j'ai eu affaire à 3 personnes, dans un premier temps, qui se sont servis de leur uniforme pour pouvoir m'agresser, pour pouvoir se protéger aussi des conséquences par la suite qu'ils auraient pu avoir. Et lorsqu'on se fait agresser par des personnes qui portent l'uniforme de la police, il se passe quelque chose d'anormal. Parce que c'est pas censé se passer comme ça. C'est-à-dire que notre cerveau suit une logique qui fait que normalement, les policiers sont là pour nous protéger. En cas de besoin, on peut appeler des policiers pour pouvoir régler des situations. Là, je n'ai appelé personne. Des gens sont venus. Et c'est important pour moi, pour la compréhension
que les gens puissent comprendre. Vous savez, quand je vais dans mes studios, je suis un petit peu, je voulais ce qu'on dit dans le turfu. Donc moi, j'ai un système pour ouvrir ma porte de manière biométrique. C'est-à-dire que je mets mon doigt sur la porte et la porte s'ouvre. Pareil pour mes clients, pareil pour mes artistes. Donc ils sont enregistrés dans mes studios, ça laisse une certaine autonomie à ces derniers. Et du coup, quand ça s'est produit, je pense que les policiers ont été surpris de me voir rentrer dans ce lieu-là. Moi, il faut savoir que je ne les avais pas vus. Et c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire que c'est là où je suis rentré dans mon local. Et là, tout de suite, ça a été un policier qui m'a tenu, qui m'a agrippé. J'essaie de le décrire précisément dans le livre pour que les gens comprennent ce par quoi je suis passé. Et là, tout de suite, ça a été très virulent. Ça a été tout de suite, sors de là. Ça a été tout de suite le sale nègre. Ça a été tout de suite la violence. Excuse-moi. Justement, tu dis que ce qui a été compliqué, c'était d'entendre les termes sale nègre. Alors, je vais me permettre de poser la question, est-ce que le fait d'entendre sale nègre, ça a été finalement plus compliqué pour toi, plus difficile pour toi d'entendre ces termes-là plutôt que la violence physique ? On va dire que c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que dans leur regard, précisément d'une personne, précisément parce que lui, il était en face de moi, j'ai vu de la haine, énormément de haine. Oui. Ça, c'est difficile à comprendre parce que on ne se connaît pas. Donc les insultes ne laissent pas. C'est une haine différente que celle que tu pouvais croiser dans les halls, dans les quais. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais vu une haine. La haine avant d'ailleurs. Les insultes qu'ils ont proférées par la suite ne laissent pas de doute sur le pourquoi. Voilà, j'aimerais juste qu'ils le reconnaissent. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ont reconnu m'avoir agressé illégitimement, mais ils ont reconnu ce qu'on pouvait prouver. Mais les insultes, je les aurais entendues parce que je me serais pris trop de coups. En tout cas, c'est dans des dépositions, c'est ce que j'ai lu. Et je trouve ça, il faut assumer jusqu'au bout. Alors, excuse-moi, quand tu dis les insultes, tu les aurais entendues parce que tu aurais subi trop de coups. Ça veut dire que les coups auraient fait que tu aurais, je sais pas moi, divagué, c'est ça ? Leur argument. C'est ça le... Alors, c'est pour être sûr de bien comprendre. Hein ? Je ne suis pas sûr moi-même d'avoir compris ce que j'ai lu. D'accord. Mais c'est vrai que ça m'a aussi interpellé de lire ça parce que, en fait, il y a toujours un moyen de s'échapper lorsqu'on est pris la main dans le sac. Il y a toujours un moyen il faut toujours trouver... Si on met de côté l'attitude des policiers, nous on parle de la résilience, de ce qui nous préoccupe, les considérations psychologiques. La résilience, comme on dit, c'est naviguer au milieu de torrents, d'accord, pour ne pas couler. L'un comme l'autre, ce qui nous intéresse, et la question de la sœur a été plus que pertinente, ce n'est pas tout ce qui concerne les considérations physiques, mais plutôt d'ordre psychologique. Et en particulier, alors je ne vais pas faire mon masculiniste, n'est-ce pas, mais en tant qu'homme, comment être sûr que derrière le mot résilience ne se cache pas une forme de résignation, pour ne pas dire d'impuissance ? Question. Je ne dirais pas que c'est de l'impuissance ou de la résignation, je dirais qu'on est là sur un schéma de constat, après plusieurs épreuves de vie qui sont les nôtres et qui nous ont construits. Il faut savoir que la résilience, elle existe dès lors qu'on est confronté à d'autres communautés qui ont des propos très jeunes, difficiles à notre endroit. Je n'ai pas vraiment spécialement connu une enfance difficile parce que je peux l'avouer que j'ai été choyé dans mon quartier. J'ai grandi dans un quartier vraiment cosmopolite avec toutes les origines confondues. C'était un peu le village africain, quoi. Et sans pour autant considérer que c'était telle communauté ou une autre communauté. Non, on était tous ensemble et il y avait la bienveillance des grands sur les plus petits. Et moi, j'ai beaucoup bénéficié de ça. Et même en allant sur Paris, parce qu'il faut savoir que je viens de la banlieue, j'ai connu Paris très jeune, très tôt, et j'y ai des amitiés qui sont solides jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, j'ai vraiment profité de ça. Et même si autour de moi, il y avait bien sûr certaines formes de racisme, mais j'en ai pas été éclaboussé parce que j'ai grandi dans un univers où il y avait cette sorte de fraternité qu'on trouve beaucoup moins aujourd'hui dans les quartiers populaires.
parce qu'il y a des influences extérieures qui nous font penser que telle communauté doit rester avec telle communauté. Et on ne va pas reprendre ce que l'ambiance politique aujourd'hui est en train d'installer dans les esprits. Et voilà, donc nous, notre résilience, notre choc, il est déjà depuis la tendre enfance, par le contact de cette société et par les conseils que nos parents déjà nous donnaient de se préserver, quoi. C'était déjà ça, de savoir comment on peut évoluer dans un système où nos parents nous disent faites attention, vous allez, faites attention. Et donc moi, comme je vous disais, j'ai quand même un parcours assez atypique, c'est que le danger, je ne le sentais pas. Pour une anecdote, à l'époque, quand j'étais sur Paris, je devais avoir peut-être 12-13 ans, à l'époque où il y avait, c'est dans les années 80, entre 85 et 90, où il y avait les skins sur Paris. Je me suis déjà tombé nez à nez avec une bande de skins. Et savoir qu'ils étaient présents ne m'a pas pour autant effrayé de continuer à y aller. Et pour une anecdote, je suis tombé face à un skin, je vais vous raconter l'histoire, qui un soir en rentrant, j'étais seul dans le bus et je ne suis pas très grande taille, donc imaginez quand j'avais 12-13 ans. Et la personne en face de moi, c'était vraiment un bon gabarit. Et il m'a regardé comme ils savent si bien le faire. Et je l'ai aussi regardé comme aussi je sais m'affirmer. Et il m'a dit qu'il ne se passera rien. Et j'ai dit, j'en doute pas un instant, droit dans les yeux. Et, oui. Et il m'a dit, et il m'a avoué son histoire. Il m'a dit, une fois, je me suis retrouvé dans le métro. On chassait des Noirs comme vous, ou Arabes. Et j'étais avec ma bande de potes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, dans les bouches du métro, comme on sait, et ils ont couru après une équipe de Black et Beurre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait aussi des chasseurs de skins à l'époque, ils sont tombés sur eux. Et lui, il était vaillant, mais ses camarades, ils ont fui. Et donc, ça fait qu'il est resté tout seul. Prêt à se battre, mais il est resté tout seul. Les personnes en question l'ont encerclé. Il leur a dit, tu vois, on peut faire de toi ce qu'on veut. Mais tu vas rentrer chez toi bien sagement. Et depuis ce jour-là, il a compris que les amis avec qui il s'était lié d'amitié et pensant que... nous étions qu'on faisait quoi, que nous étions les ennemis de la société, il leur a tourné le dos. Donc c'est ça, c'est ce que la personne nous a raconté ce jour-là. Ce jour-là, quand on rentrait dans le bus. D'accord. J'étais dans le bus, je m'en souviens encore à l'époque, quand les bus, au fond, c'était des rotondes. Vous voyez, on s'aimait s'asseoir sur la place centrale. C'était un peu comme ça, et il est venu vers moi et il a échangé pour me faire un aveu de culpabilité, et qu'aujourd'hui, c'était plus la même personne parce qu'il avait connu la trahison. De American History X. Oui, je peux vous le dire, je l'ai vécu. C'est pas comme si... Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment vous avez-vous résisté à l'appel de la haine? Quand vous êtes victime de l'extérieur, de la société parfois, ou d'individus, comme ça gratuitement, et que se déverse sur vous une haine, qu'elle soit physique ou verbale, comment résister, poussé par la logique de vengeance, justement, à la haine? Je ne pense pas que, je parle pour ma personne, mais au vu de ce que j'ai vu sur la communauté africaine, on n'a pas l'esprit de vengeance. Sinon, personne ne rentrait en Afrique. À comparaison de ce qu'il y a eu dans l'histoire, je pense qu'on a suffisamment été marqué par les récits de nos parents. Comme je dis, nous, on a grandi avec des contes de faits et non des contes de fées. Ouais, dans les œuvres de mon défunt père, il a écrit sur la dette de l'État au Congo belge, que je vous invite à découvrir. Ça vous laisse froid dans le dos. Et pour autant, voilà, quoi, on n'a pas eu un sentiment de haine contre les Belges ou autre communauté que ce soit, parce qu'on a grandi dans une pluralité de communautés, et on a toujours l'ouverture sur le monde. Et c'est ça un peu, je dirais, la grandeur de l'âme africaine, c'est qu'elle est toujours ouverte sur le monde, malgré le passé. Donc vous n'êtes pas né ici? Je suis né au Congo, moi. Je suis né au venu Congo, en France à mais quel âge? je suis en France, on me parlait ça en moi. C'est-à-dire je suis né, on est arrivé. D'accord. Non, je vous pose la question, étant donné que quand on tend l'oreille à certains rappeurs, ou on observe certains films, La Haine par exemple, ou un certain nombre de rappeurs, quand Caris ou Booba ils disent la haine que je traîne est insoignable, c'est-à-dire que la haine c'est devenu l'oxygène d'une communauté afro, en tout cas des jeunes hommes. Donc, et souvent, ça s'enracine dans la souffrance. Quand Lino dit ma patate part de Gorée et passe par le Mississippi, voilà, c'est cette logique-là. Donc moi, la question, manifestement, vous n'avez pas été touché, mais peut-être que Michel, lui, a un autre regard là-dessus.
Moi, je pense que... Parce que c'est vrai que les gens m'ont vu de manière très calme et très pondérée répondre à mon agression. Mais c'est parce que je pense sincèrement que ce n'est pas possible d'échanger, de discuter, de trouver une solution à un problème dans la rage et la haine. Ça ne veut pas dire que, en moi, ce que j'ai subi, ça ne veut pas dire que je ne suis pas rempli de haine ou de rage. La question, c'est comment résister à... Ça veut dire que, ce que je veux dire, c'est que c'est voulu. Quand je me suis comporté comme ça, c'est quelque chose de réfléchi. C'est quelque chose de voulu pour pouvoir placer les faits réellement et mettre le doigt réellement sur ce qui ne va pas. Parce que... Pardon, je t'en prie. Donc si je comprends bien, la réponse à la question d'Herman, c'est, pour vous, finalement, je ne me suis pas laissé envahir par la haine parce que j'avais un objectif plus grand. C'est ce que j'entends. Alors, ouais, c'est-à-dire que... Oui, oui, de toute façon, c'est ça. Non, mais est-ce que peut-être c'est trop utopique, mais... Ce que je veux dire, c'est que la haine est là, la rage est là, forcément. Oui. J'ai été victime de celle-ci. Je veux juste pas qu'elle me gagne. Ce que les personnes qui sont en face de moi... à la mettre en cage. Exactement. Mais c'est ça. Après, il y a sans doute ça aussi c'est sans doute lié au problème que je vous annonçais au départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, psychologiquement, c'est beaucoup plus dur. Aujourd'hui, pour pouvoir se sortir de ce truc-là, j'ai dû casser des tabous. Celui, par exemple, des spécialistes du psy, par exemple, dans nos quartiers. Le psy, moi, à aucun moment, je me suis dit un jour dans ma vie, j'irai voir un psy. Parce que pour moi, il y avait déjà une connotation. Ouais, négro fragile. C'est bien évidemment. Donc casser les tabous pour toi. Bien sûr. D'accord. Pour me permettre, justement, de ne pas... De contrôler cette rage, qui est pour moi logique, et de la transformer en essayant, en tout cas, de décrire ce qui s'est produit, que les gens comprennent. Parce que j'ai pas de vidéo, je vous raconte l'histoire même à vous, vous allez émettre quelques doutes. Des policiers sont venus, je vous la fais courte, sont venus chez moi, m'ont tabassé comme si j'étais le dernier des rats, comme si j'étais un nuisible. Et ensuite, j'allais finir en prison. C'est arrivé à certaines personnes. En parlant de doutes, c'est arrivé à certaines personnes, effectivement, en parlant de doutes, je pense que, te concernant, le doute se pose moins sur ce qui t'est arrivé que sur la démarche qui en a suivi, des plus surprenantes, où tu as manifesté ton désir presque de réconcilier ou faire un pont, de me réconcilier peut-être fort, entre la jeunesse et la police. Donc ça, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors là-dessus, c'est que je me souviens, c'était dans une émission sur BFM où je détaille ce truc-là. Bon, après, pour les besoins de l'émission, ça a été diffusé d'une autre manière. Mais c'est-à-dire ça veut dire que moi, je dis que peut-être, vu que j'ai rencontré plein de jeunes, et parce que ça part de là, j'ai rencontré des jeunes pas mal et qui me racontaient que pendant le confinement, ils avaient reçu beaucoup d'amendes, même sans être là. J'ai un jeune de 16 ans qui a, il me semble de tête, près de 200 amendes. Et quand je lui demande, mais comment tu vas faire? Sa réponse c'est je m'en fous. Donc moi, en vérité, je me dis que en donnant à ces jeunes-là des outils, c'est-à-dire tu peux contester une amende, c'est-à-dire que tu peux prendre un avocat pour te défendre, et tous ces éléments-là peuvent faire en sorte que et surtout qu'une réconciliation, et surtout que, bah si, quelque part, il y a le fait d'être armé pour pouvoir se défendre avec d'autres armes que le poing fermé, des mots, des actions, et ben peut-être si je peux me permettre, là, de ce que j'entends, on est plus dans on rend coup sur coup, mais dans le domaine de la loi. Parce que tu dis le fait d'être armé. Réconciliation, c'est on bascule du poing au serrage de main, voire même à la collade. Alors, moi, par exemple, dans mon cas, j'ai des policiers qui sont venus me voir, d'accord, et qui, aujourd'hui encore, j'ai des policiers qui me contactent. Alors, oui, ils me disent leur impuissance.
ils m'en font part de leur impuissance. D'accord. Mais ils me disent aussi qu'ils ne sont pas d'accord avec ce genre de principe-là. Mais ils n'osent pas, contrairement à toi, prendre la parole publiquement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon affaire, parce que en vérité, c'est des sujets qui sont très clivants et qu'il faut prendre à chaque fois des pincettes. Moi, quelque part, j'ai vécu quelque chose où je suis passé dans cette lessiveuse où ce qu'ils ont l'habitude, en tout cas ce que certains policiers ont l'habitude de faire, ils me l'ont fait. En l'occurrence, je me fais agresser, c'est lui qui nous a agressés. Exactement. Et on se retrouve limite, c'est soit on se retrouve sur le banc des accusés, ou soit on justifie la violence que tu as subie. C'est-à-dire que moi, ils vont chercher dans mon passé de 20 ans, qui a des allées-lumière de ma personne, aujourd'hui. Patiner sans feu que quelque part. Exactement, pour justifier tout ça. Et au bout d'un moment, si on ne s'assoit pas, on ne se pose pas, pour pouvoir justement montrer, décrire ce truc-là et aller au bout. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, mais Michel, toujours ça se passe comme ça, regarde aujourd'hui, il y a des gens qui se font tuer, il y a ceci, il y a cela. » On le voit, mais si on fait quoi? C'est-à-dire qu'on continue à faire ce qu'on a fait dans le passé, brûler des voitures, les nôtres, crier, insulter, on avance où? On va où? Mais toi, ton but, c'est de faire en sorte que justice se fasse. Alors, justice se fasse à titre individuel, voire même peut-être collective. Je pense, ton but, d'un point de vue métaphorique, c'est de faire en sorte que les quartiers défavorisés, les communautés afro en particulier, celles qui nous préoccupent le davantage, soient armées d'un point de vue institutionnel de manière à inspirer la crainte face aux institutions, comme peuvent le faire d'autres minorités. Je pense à la communauté juive, je pense à la communauté asiatique, de sorte que voilà, la police réfléchisse à deux fois, parce qu'aujourd'hui, elle nous c'est impuissant. Ou alors, beaucoup plus loin, à l'image de ce qu'avait fait Nelson Mandela en Afrique du Sud, avec cette conférence de réconciliation, où il a fait en sorte que les deux parties limite discutent afin que l'un se mette à la place de l'autre pour créer une certaine unité. Donc toi, c'est plus, on vit côte à côte dans un équilibre de la terreur, ou alors on essaie de vivre ensemble, mais cette fois-ci en essayant d'enterrer nos souffrances. C'est vraiment très compliqué pour moi parce que j'ai à la fois cette envie de paix, de vivre ensemble, mais de l'autre côté, ça fait tellement d'années. Il y a des souffrances que les gens, le grand public ne connaît même pas. Je pense en Guadeloupe, ce qui s'est passé, ce massacre. C'est-à-dire que officiellement, on fait état de 8 morts. Ouais, 1967. Donc il y en a presque près de centaines, près d'une centaine. Et le grand public ne le sait pas. C'est-à-dire que des policiers ont tiré à balles réelles sur ordre de Gaulle. Le préfet, c'est un préfet qui a d'ailleurs, l'ironie de l'histoire, ce préfet-là qui a géré justement ce massacre-là, a ensuite créé la BAC du 93. Donc, derrière, on comprend que les méthodes qui ont été employées aux Antilles sont ensuite... c'est de l'entraînement, quoi, en fait. Et moi, pour pouvoir avancer, j'avais besoin de comprendre. Parce que, bien évidemment, une fois que j'ai subi ce truc-là, une fois que j'ai vu aussi certains médias, leur manière de faire, certains syndicats de police... Avant de rentrer dans les médias, pour pouvoir avancer, j'ai besoin de comprendre. Justement, avancer, ça fait un peu écho au titre de Freddy, itinéraire bis. Pourquoi bis? Pourquoi itinéraire bis? Itinéraire bis, parce que l'itinéraire initial qu'on souhaite à tout un chacun, c'est une scolarité normale, des études, un peu ce que j'ai fait, une scolarité normale, des études, et à la finalité, un travail dans la société au vu de vos qualifications. Et pour beaucoup, cet itinéraire, il a été dévié assez tôt au collège, par manque d'intérêt pour l'apprentissage dispensé, parce qu'il faut savoir que tout le monde n'est pas cérébral, il y en a qui sont manuels, et voyez-vous, des fois, l'enseignement qu'on vous propose ne vous correspond pas. C'était ton cas? Non, c'était pas mon cas, justement, c'est ce que je disais ultérieurement. C'était le cas de beaucoup de gens de mon entourage, qui ont choisi une voie parallèle pour essayer de s'en sortir sur le plan social. Voilà, et d'où le titre itinéraire bis, c'est une voie qui n'est pas
à la finalité reluisante parce qu'on en voit les dégâts, on en connaît les souffrances. Et donc, ce que nous vivons dans les quartiers populaires, il faut bien comprendre que ce sont des choses qui sont souvent sues par le système, mais tues pour ne pas effrayer la majorité des citoyens de la France qui vivent dans d'autres quartiers, qui ne connaissent pas le sort qui nous est régulièrement réservé quand nous sommes confrontés à la police. Bien souvent, ce que dit Michel, ces agressions-là, il en a été victime hier, et c'est le rednecking des années 2000. Parce qu'il faut savoir, dans les années 91, on a tous été choqués par l'affaire rednecking. Voilà, on revit les mêmes choses maintenant sur le territoire français. Et il y en a eu avant, Malick Oussekine, on ne va pas refaire... J'aimerais un petit... Je t'en prie. Justement. Comme c'est des choses où on a l'impression que c'est des événements qui ont l'air de se répéter dans l'histoire. Et j'entends beaucoup dans ce que vous êtes en train de dire que... alors moi, j'ai pas grandi dans les quartiers. Donc quand j'entends, oui, dans les quartiers, on sait ce qui se passe, on sait comment on est traité, etc. Non, moi, je le sais pas. Oui, d'accord. Même si j'ai des personnes que je connais, de l'entourage, même proches, qui ont vécu, qui vivent dans les quartiers et qui me parlent. Mais moi, ce que j'ai comme écho, au contraire, c'est j'ai plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire le plaisir d'y être content d'être avec les siens, une espèce de fierté, et surtout quand on leur propose d'en sortir, c'est certainement pas. Donc c'est vrai qu'en même temps, j'entends que oui, c'est compliqué, visiblement, très compliqué, au point que on ne se doute pas à quel point ça l'est, et que visiblement ça a l'air d'être caché aussi par des médias, etc., ou par un système. Et en même temps, il y a cet écho-là où, finalement, moi, je suis fière d'être là, moi, ça me plaît, je suis avec les miens, etc. Donc, c'est pour ça que, là, j'aimerais plus comprendre, et surtout, par rapport à l'histoire de la résilience, de quoi on parle, en fait, quand on parle de résilience dans ces situations. Parce que, quand vous l'avez dit tout à l'heure, je dis vous, mais bon... Oui. Quand tu l'as dit tout à l'heure, en disant que oui, moi, j'ai dû faire face à la résilience... jeune enfant, on va dire, dans mon quartier. De quoi tu parles? Quand j'ai dû faire la résilience dans mon quartier, non, c'est pas dans mon quartier, il faut comprendre dans mon existence. C'est-à-dire parce que très tôt, nos parents qui sont issus des pays africains pour la plupart du temps, ils viennent avec des images qui sont les leurs, qu'ils ont eues en confrontation avec la société occidentale. Si on est bien clair, les Africains, quand ils viennent souvent en Europe, ils ont une image de l'homme blanc, on va dire. Voyez-vous, et avec les images du passé qui sont installées par les faits coloniaux et des récits qui sont les leurs, ils ont une certaine, méfiance. Et cette méfiance-là, ils nous la transmettent en nous disant de bien nous comporter et de faire très attention à ne pas... déplaire à la loi. C'est-à-dire, ça, c'est en particularité ce qui était dit dans les foyers. Mais maintenant, quand on vit ensemble et qu'on est enfant, on est parfois confronté à des comportements qu'on peut pas dire racistes, mais des frictions. C'est des choses qui existent. Mais quand on grandit dans une société qui n'est pas la nôtre, il y a des réalités qui sont propres à nous, qui ne sont pas propres à d'autres communautés. Pour en revenir à ce que... Et on est sûr de ça? Comment? Est-ce qu'on est sûr de ça? C'est-à-dire que c'est propre à nous et pas à d'autres communautés. C'est propre à nous et pas à d'autres communautés, mais on le voit bien sur le distinguo en évoluant. Moi, j'ai bien eu du mal à m'installer sur le plan social avec mes études. Quelles études? Management et commerce. J'ai une maîtrise en management et commerce. C'est-à-dire que quand je sors au sortir de mes études, je suis avec une maîtrise, comme on disait à l'époque, on appelle ça aujourd'hui le Master 1. Je me lance sur le marché de l'emploi. Tu fais face à des difficultés. Je me retrouve face à des difficultés, mais je dirais pas que c'est du fait de mes origines. Il faut pas, c'est qu'il y a des difficultés. Mais ces difficultés-là, on les retrouve sur des gens qui sont issus de nos communautés. Donc, on se fait une idée. On se fait une idée. Hélas, parce que c'est tellement riche, là, on pourrait s'étendre, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, pour clôturer, s'il fallait envoyer un message aux jeunes afin qu'ils ne confondent pas
être victime et se victimiser. Oui, On voilà. peut être victime d'une situation sans pour autant en être passif. C'est-à-dire trouver en soi les ressources pour s'en échapper, pour aller de l'avant, pour rester debout et avancer. Quel message adresseriez-vous aux jeunes? Est-ce que vous leur direz épousez la cause woke, allez détruire, déboulonner des statues, ou alors est-ce que vous leur diriez construisez vous-même votre propre statut, construisez votre propre destin en puisant dans le panthéon afro? Dieu sait que nous avons des héros qui ont jalonné notre histoire. Donc quel serait le message pour justement libérer les jeunes de cette victimisation? Moi, je pense que notre grand problème, c'est... J'en ai pris encore plus conscience en écrivant et en sortant mon livre. Alors sans vouloir tout couper, pour la faire courte, parce que vraiment là c'est la fin. D'accord. Moi je pense qu'il faut, je pense que c'est dans la richesse de son cerveau. Je pense qu'il faut inviter les jeunes à beaucoup plus étudier, à aller lire, à lire ce que nos anciens, ce que les autres, ceux qui sont passés par des chemins ont écrit. C'est pour ça qu'on écrit des bouquins, pour ancrer certaines vérités dans le sol. Et pour moi, c'est important de prendre connaissance de ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait abstraction de tout ça et on oublie qu'il y a une époque où il y avait des gardes devant les bibliothèques. Okay. C'est pour nous empêcher d'aller... Donc le mot d'ordre, c'est... Pour moi, c'est d'être... Lisez, armez-vous de connaissances jusqu'aux dents, ouais, pour reprendre. Okay. Pour pouvoir se défendre correctement. Correctement. Merci. Moi, je dirais oui, je vais pas le paraphraser, mais je dirais oui, retourner à l'essentiel. Voyez-vous, tout se passe dans les livres, tout est dans les livres. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir écrire nos récits avec nos propres sentiments et sans langue de bois, sans tabou. Donc, ça permet d'être en cohérence avec nous-mêmes, quoi. Il faut vraiment que notre jeunesse aujourd'hui se tourne vers les livres. Et plus précisément les livres que nos anciens ils ont écrits, parce qu'il y a une richesse qui est insoupçonnable et qui peut nous servir pour nous construire dans la société dans laquelle on se trouve, sans pour autant considérer que rien n'est à rejeter de l'autre, mais construire avec aussi notre patrimoine intellectuel qui est propre à nous et qui est très riche. Donc plutôt se construire que de chercher à détruire. Bah, c'est la moindre des choses qu'il faut. Et je voudrais rebondir sur la victimisation. Je dirais pas qu'on se victimise. Ça y est. C'était le dernier mot, parce qu'après on va rebondir. C'était le dernier mot que vous avez adressé à la jeunesse et plus largement au public. Voilà, comme vous venez de le constater, les funérailles des tabous, on rentre dans des problématiques centrales. Aujourd'hui, la résilience. On a tenté de l'appréhender à travers deux parcours éloquents, atypiques, mais qui, quelque part, quand on regarde bien, nous touchent de près ou de loin, nous concernent tous, dans la mesure où nous formons un tout. Nous formons un tout, et ce tout-là, on en tire une leçon qui nous a encore été rappelée aujourd'hui. Sortir de sa souffrance, aller de l'avant, rester debout fièrement, emprunter un itinéraire que nous n'avons pas programmé mais qui nous mène vers notre destin et non pas vers l'impasse, ça doit se conjuguer par la lecture. Le pouvoir se trouvant dans nos esprits avant de se trouver dans nos actes. C'était les funérailles des tabous. Comme vous le savez, Renaissance par l'excellence, c'est nous. On vous dit à très bientôt.